Et on va laisser la parole à Romain Clerc. Merci Romain, tu as 45 minutes et il est 10 heures. Merci Madame la Présidente de jury. Je vais donc, au bout de 3 ans de travail, vous présenter en 45 minutes mes travaux de thèse sur l'estimation de la variabilité spatiale des paramètres de corrosion et sa nécessité pour les plans de maintenance des ouvrages maritimes en béton armé. Tout d'abord, je vais vous présenter mon cadre de recherche qui s'inscrit dans la maintenance des ouvrages maritimes en béton armé. Et pour ça, je vais vous présenter Bob, la poutre J du terminal charbonnier de Montordre de Bretagne que voici. Bob, c'est un ouvrage à mi-carrière, il a 28 ans et son travail, c'est de soulever des charges importantes toute la journée. Cependant, il commence à montrer des signes d'usure, principalement liés à une pathologie, la corrosion des aciers. Alors, on va jeter un œil à ce que c'est que la corrosion des aciers, justement, dans le béton armé. Alors, béton armé, a priori, normalement, béton plus acier, ils sont faits pour s'entendre, puisqu'on a une complémentarité mécanique, et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est la complémentarité chimique, c'est-à-dire que le béton est basique et prévient naturellement la corrosion des aciers quand tout va bien. Le problème, c'est que le béton, il est poreux, et du coup, il est vulnérable à la pénétration d'agents acidifiants, puisque dès lors que ces agents arrivent au contact de l'acier, et qu'ils font baisser le pH de la matrice cimentaire, les aciers peuvent commencer alors à corroder. Le problème de ça, c'est que ça cause d'importants dégâts dus à l'oxydation. Alors comment ça se passe concrètement? On a le diagramme de Tutti qui est bien connu, qui nous permet de schématiser ce process. On a une première phase d'initiation où finalement les agents acidifiants pénètrent dans le béton, d'accord? Et notamment, on va regarder en fait leur front de pénétration, leur concentration suivant la profondeur. Et quand cette concentration en agent atteint un seuil critique au niveau des armatures, là, on a un processus d'oxydoréduction qui se met en œuvre au niveau de l'acier. Et c'est la phase de propagation. La corrosion commence. C'est caractérisé par une réaction d'oxydoréduction avec un courant de corrosion et une densité de courant de corrosion au niveau de chaque petit point de l'armature. Alors, la corrosion commence. On a une transformation de l'acier en produits de corrosion qui sont expansifs, qui génèrent des fissures internes puis externes qu'on visualise. Ça peut aller jusqu'à de l'épaufrure et jusqu'à la rupture par corrosion. La corrosion, on distingue généralement deux modes de perte de matière, une perte de matière par corrosion généralisée, une perte de matière par corrosion par piqûre. La première est plutôt due au CO2 et la première plutôt due au chlorure. Ça, c'est lié à aux phénomènes chimiques sous-jacents à l'apparition de la corrosion. La corrosion généralisée, on a une perte de matière plutôt uniforme sur les aciers. Corrosion par piqûre, comme on le voit sur l'image ici, on a des piqûres très profondes qui peuvent devenir très rapidement délétères. Ce phénomène de corrosion par piqûre, c'est celui qui est prépondérant sur les ouvrages maritimes en béton armé du fait de leur proximité avec l'environnement marin et de leur immersion en partie. Cette corrosion des aciers elle présente de grands enjeux. Des enjeux socio-économiques. Aux États-Unis, en 2016, 1100 milliards de dollars ont été dépensés pour régler le problème de la corrosion, dont 6,2% dans tout ce qui est infrastructure portuaire, canaux et ponts. En France, on a 24% des ouvrages portuaires qui sont en béton armé, dont 60% en plus de 60 ans, ce qui commence à faire vieux. Et leur maintenance est coûteuse. On a l'exemple des chiffres sur le port de Saint-Nazaire, où la maintenance coûte 10 millions d'euros par an. On a également pour la corrosion des enjeux du coup écologiques, puisque si jamais on a un effondrement ou qu'on doit reconstruire nos éléments, le béton armé, ça pollue. 1 km de quai, ça représente 26 000 tonnes de CO2. Ok, donc revoici Bob. Il est fatigué, il est usé par la corrosion, mais il a un gestionnaire d'ouvrage qui a des objectifs qui requièrent sa bonne forme. Et donc ce gestionnaire, il effectue, pour le maintenir en forme, sa maintenance. Les enjeux de la maintenance, on les a vus juste avant avec la corrosion, c'est des enjeux financiers, et l'idée, c'est ce qu'on cherche par la maintenance, c'est de prévenir, limiter au mieux l'advenue, la conséquence des pathologies, notamment la corrosion, via la mise en œuvre de plans de maintenance. Et on va dire de manière un peu plus précise ce que ça signifie et ce que recherche le gestionnaire d'ouvrage, c'est de minimiser le coût global d'exploitation en considérant à la fois
eh bien, les coûts de maintenance, et puis les coûts de ce que ça va lui coûter finalement s'il doit reconstruire son ouvrage, si jamais l'état de son ouvrage fait qu'il ne peut pas exploiter sa structure. Il va donc chercher à optimiser son plan de maintenance, tout en ayant à l'esprit qu'il a des connaissances limitées sur le comportement de son ouvrage, et qu'on a des variabilités d'entrée, des incertitudes sur tous les phénomènes qui adviennent à cet ouvrage. Alors c'est très important d'avoir un bon plan de maintenance et de le mettre en œuvre, puisque sinon on peut avoir des conséquences désastreuses. Alors ici, ce n'est pas un ouvrage portuaire, mais c'est un exemple très connu, et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est évidemment le viaduc de Gênes qui s'est écroulé il y a 2 ans. Ok, alors du coup, comment concrètement est-ce qu'on met en place un plan de maintenance? Donc on a un ouvrage au départ. Alors, on va le construire avec des critères en probabilité de défaillance et en coût d'exploitation. Donc on a des normes, on a des critères de coût qu'on souhaite respecter, ça nous fait une conception, on la met en œuvre, et puis l'ouvrage, eh bien, il vit sa vie pendant un certain temps, et il est soumis à un cycle de vie. Il a son cycle de vie propre, il est soumis à des actions extérieures qui sont aléatoires. Ce qui fait que finalement, la prévision qu'on a sur la probabilité de défaillance et sur les coûts d'exploitation, eh bien, au fur et à mesure du temps, elle est de moins en moins précise, puisqu'on a de l'aléa. Alors, ce qu'on peut vouloir faire, eh bien, c'est venir affiner notre connaissance sur l'état de l'ouvrage en faisant des inspections. Donc, on peut faire des inspections périodiques ou par monitoring. L'idée, c'est de venir mesurer des paramètres X, des paramètres finalement de notre ouvrage pour venir réévaluer nos critères de probabilité de défaillance et de coût d'exploitation. Donc, on va faire des mesures, et ces mesures, elles sont aléatoires. Enfin, elles présentent de l'aléa parce qu'on a de l'incertitude, sur nos mesures dues aux appareils et aux techniques. Ok, donc on a des indicateurs de dégradation. Avec ça, on peut réévaluer notre probabilité de défaillance, notre coût d'estimation, à l'aide d'un modèle physico-chémo-mécanique de la structure. Bien, avec ça, on a réaffiné notre connaissance sur l'état de la structure, et donc on peut prendre une décision de maintenance, à savoir est-ce que c'est bon, tout va bien, je fais rien, ou est-ce qu'il vaut mieux que je vienne faire quelques opérations pour maintenir mon état dans un état qui satisfait mes critères. Alors finalement, ce cycle inspection-maintenance, c'est ce qu'on appelle le plan de maintenance. Ok, alors on a vu, il y a plein d'aléas du coup dans ce plan de maintenance. Au départ, sur l'état de conception, on a une probabilité de défaillance qui a une certaine incertitude. On a nos aléas d'entrée d'action, on a nos incertitudes de mesure. Et puis quand on fait la maintenance, on rajoute de l'aléa puisqu'on ne sait pas exactement comment se retrouve l'ouvrage à la fin. Toutes ces incertitudes, elles convergent dans et on obtient comme ça une variabilité statistique qui est modélisée par une loi de distribution. Par la suite, on appellera les paramètres des lois statistiques des hyperparamètres statistiques. Ok, on peut avoir un niveau de variabilité encore plus important, encore plus fin, on va dire, c'est la description de la variabilité spatiale par la géostatistique. Et donc là, l'idée, c'est de venir mesurer le long des éléments et le long de plusieurs éléments. Une quantité d'intérêt. Donc on obtient des trajectoires, on peut modéliser ça par des champs aléatoires. On a ici un exemple d'une trajectoire en noir et de plein de trajectoires qui constituent des réalisations de champs aléatoires en gris. Si on fait la mesure toujours au même point, par exemple à x égale 50 ici sur la poutre, on obtient la variabilité ponctuelle statistique. Et si on regarde la corrélation entre deux variables statistiques, entre deux points proches, et qu'on regarde entre deux points un peu plus éloignés, on a une description de la variabilité spatiale, c'est-à-dire qu'on a une description de l'évolution de la corrélation entre les grandeurs, spatialement et spatialement. Ok. Ça, on peut le modéliser du coup par une loi de distribution marginale qui caractérise cette variabilité statistique et une fonction d'autocorrélation qui caractérise cette corrélation spatiale. Cette fonction d'autocorrélation, elle est paramétrée forcément par l'espacement entre les mesures et par ce qu'on appelle un hyperparamètre de variabilité spatiale. Alors dans la littérature, il y en a plusieurs qu'on peut employer. Paramètres d'échelle, échelle de fluctuation, portée pratique. Par la suite, on va parler de l'un ou l'autre. J'expliquerai plus en détail ce à quoi ça correspond dans les slides suivantes. Ok, alors du coup, on a plusieurs niveaux et plus on a un niveau important de description de la variabilité,
et bien plus on a besoin de mesures et donc d'argent pour venir la décrire. Donc on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment important de modéliser la gravité spatiale dans notre cas. A priori, oui, on a une étude de Stewart de 2003 où du coup l'auteur a regardé sur un modèle simple de poutre et de dégradation par chlorure, eh bien l'influence de la prise en compte de la gravité spatiale sur l'évolution de la probabilité de défaillance. Alors déjà, il a pris une poutre sans détérioration. Alors peut-être que je vais prendre le pointeur laser. Ok. Une poutre sans dégradation, et puis une poutre avec une corrosion généralisée, donc on a dit tout à l'heure, une poutre avec une corrosion par chlorure ici sur la courbe en très plein, et puis la même poutre avec variabilité spatiale en très pointillé ici. Et ce qu'on voit, c'est que quand on modélise la variabilité spatiale, la probabilité de défaillance augmente, donc a priori, il est plus conservatif de la prendre en compte. Ok, donc finalement, sur la problématique du maintenance des ouvrages maritimes en béton armé, et plus précisément sur celle de l'optimisation du plan de maintenance, on a identifié plusieurs verrous, il y en a plein d'autres. On en a identifié 4 ici. Le temps de calcul de l'optimisation en passant par la probabilité de défaillance, il est énorme et de plus en plus grand en fait à mesure qu'on a des niveaux de variabilité importants. La modélisation de la corrosion par piqûre, elle est complexe. Hein, et si on emploie des modèles très simplifiés, on néglige finalement de phénomènes. On a une connaissance limitée de la variabilité spatiale des paramètres des modèles de corrosion et une connaissance limitée sur le niveau de description pertinent des variabilités des paramètres de corrosion. D'accord ? Et comme on a dit, la variabilité spatiale est coûteuse à caractériser, donc c'est intéressant d'avoir cette description, de savoir qu'est-ce qui est pertinent ou pas de prendre en compte comme variabilité pour ne pas mettre de l'argent là où ça sert à rien finalement. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais synthétiser mes recherches. Je travaille sur 3 axes dans la thèse, 3 parties dans le manuscrit, et je vais faire une synthèse de ces 3 parties. J'ai travaillé tout d'abord du coup sur le premier groupe de mécanismes de dégradation mal compris, et j'ai cherché en fait à proposer un modèle qui prenne à la fois en compte un maximum d'hypothèses et qui soit en plus, on va dire, simple d'utilisation, qu'on puisse caler dans un modèle d'optimisation sans que ça fasse exploser nos coûts de calcul. Donc l'idée, c'était de constituer un modèle simple et pertinent de corrosion par piqûre pour les ouvrages maritimes en béton armé dans mon cas d'étude. Donc je rappelle que ma thèse n'a pas vocation à décrire au mieux la corrosion, mais à proposer des outils pour ensuite permettre l'optimisation avec le coût, on va dire, le mieux réparti. Donc pour ça, j'ai fait finalement une revue d'état de l'art assez importante et j'ai cherché à assembler des modèles cohérents, empiriques et au maximum semi-empiriques, c'est-à-dire qui traduisent vraiment des phénomènes qu'on décrit de manière physique, hein, du coup par revue d'état de l'art. Donc pour la phase d'initiation qu'on a vu tout à l'heure, les hypothèses, c'est corrosion par pénétration des chlorures et pénétration des chlorures par diffusion. Alors, choisir que la diffusion, on fait des hypothèses, mais en même temps, on arrive quand même à décrire assez bien la concentration de chlorure au niveau des armatures, et c'est ça qui pilote l'initiation de la corrosion, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette hypothèse. Et sur les paramètres du coup de ce phénomène de diffusion, on a les paramètres de diffusion, concentration de surface et de diffusivité, classiquement. Ces paramètres, on a constaté qu'ils sont variables dans le temps, les deux. C'est pas toujours pris en compte, notamment pour la concentration de surface, mais c'est vraiment expérimentalement constaté. Alors, du coup, la solution de l'équation de diffusion dans ce cas précis, c'est le modèle de Mesh-Bro-Poussin qu'on a à droite, qui est très compliqué, je ne vais pas le décrire, enfin très compliqué, qui demande, pour le caractériser correctement, de la complexité, puisqu'on a besoin de profils complets de corrosion, hein, de concentration de chlorure, sur, on va dire, un nombre assez important pour un même ouvrage, pour des mêmes conditions, pour caractériser notre évolution temporelle, donc dans le temps également. Et malheureusement, il n'y a pas de base de données suffisante actuellement pour pouvoir faire ça, pour pouvoir calibrer un tel modèle. Donc on s'est rabattu sur un modèle un peu moins, on va dire, qui n'est pas exactement une solution de l'équation de diffusion sous ces conditions, mais qui, empiriquement, est quand même valide, qui est un modèle faux RC, c'est-à-dire que c'est la solution de l'équation de diffusion en supposant que les paramètres de diffusion sont constants, mais en fait, on dit qu'ils ne sont pas constants et qu'ils évoluent dans le temps avec une loi de puissance. Pour utiliser cette loi, on a besoin seulement de calibrer, on a besoin en fait seulement de donner de paramètres de diffusion pour le calibrer,
et du coup, ça, on a des bases de données, et donc on a pu le prendre en compte. Une hypothèse supplémentaire très importante dans le cadre de la thèse, c'est la corrélation entre les paramètres de diffusion. Cette corrélation elle est rarement prise en compte, et pourtant, elle est constatée sur au moins 2 cas et de manière assez évidente. Et on a pu avoir accès aux données de chlorure ici de l'étude de Hotman et al. Et montrer que cette corrélation elle est statistiquement vraie, hein, on va dire avec une p-valeur là de maximum 5%, et que cette corrélation elle est négative et linéaire entre les logarithmes des paramètres de diffusion. Ok, donc ça c'est pour la phase d'initiation. Pour la transition entre phase d'initiation et phase de propagation, on a choisi comme critère un seuil d'initiation en chlorure. Ce seuil d'initiation, il est très difficile à choisir, hein, parce qu'il y a énormément de littérature là-dessus. Alors heureusement, on a déjà des experts qui ont fait des états de l'art là-dessus, notamment Kosala, et qui proposent, qui se sont rendus compte qu'en fait, on a une variabilité énorme du fait finalement de techniques et d'échantillons très différents. Et du coup, eux, ils ont proposé une procédure standardisable sur des échantillons de béton armé. Donc l'étude, elle est récente, elle date de 2018, je crois. Et donc, on a choisi la gamme qu'eux ont mesurée sur le béton qu'on a choisi par la suite pour un cas d'étude. Ok. Pour la phase de propagation, du coup, on a vu un paramètre d'importance, c'est la densité de courant de corrosion. Les modèles les plus populaires, ils sont empiriques. Et le problème de ça, c'est qu'ils sont calibrés uniquement et bien sur finalement des types de mesures, enfin des types de structures bien précis, ou sur des modèles analytiques qui font plein d'hypothèses. Du coup, nous, ce qu'on a pris comme modèle, c'est le modèle 2 pour gaz, qui est en fait un modèle qui a été développé à partir de simulations numériques éléments finis de corrosion. Et les auteurs, ils ont fait une synthèse sous forme de modèle semi-empirique, hein, pour permettre l'utilisation par des ingénieurs. Alors ici, j'ai volontairement pas détaillé, c'est pas lisible, c'est juste pour montrer qu'en fait le modèle il est là, et on a rajouté jusqu'à 12 modèles intermédiaires qui sont cohérents avec les gammes de validité du modèle final, pour venir pouvoir prendre en compte en fait tout un tas de données d'inspection qui sont en fait les données d'entrée, hein, des gestionnaires d'ouvrage. Et ces données d'inspection elles proviennent de contrôles non destructifs ou semi-destructifs. Hein, et donc les paramètres finalement de corrosion, c'est résistivité, profondeur de rebâche, température, etc. Ok. Une fois qu'on a cette densité de courant de corrosion, on peut évaluer la perte de masse par piqûre. Et là, on a choisi de faire une modélisation qui est qu'on a rencontrée en fait de façon assez fréquente dans la littérature, qui est l'utilisation d'un facteur de piqûre. On vient caractériser une perte de masse générale sur un élément et on vient la moduler par un facteur de piqûre pour eh bien, traduire la géométrie en fait des piqûres sur les armatures. Alors au final, toute la variabilité spatiale de tous nos paramètres de corrosion, quand on fait tourner ce modèle, eh bien, ça se répercute sur la variabilité spatiale de ce facteur de piqûre. Ok, donc là, c'était le premier point sur lequel on a travaillé. Il va nous être utile sur le troisième point, où on a mis en œuvre ce modèle sur un cas d'étude. Alors, entre deux, ce qu'on a fait, c'est on a proposé en fait une méthode d'estimation de la variabilité spatiale et une caractérisation de la variabilité spatiale des paramètres de corrosion influents. Alors le constat, c'est qu'on a des paramètres de corrosion qui ont des tendances spatiales, qui sont non stationnaires, on a des mesures bruitées, et le problème, c'est que la méthode d'estimation couramment employée dans la littérature pour estimer la variabilité spatiale, elle se repose sur les profils de corrélation qu'on a tracés tout à l'heure, les fonctions d'autocorrélation. Et elle fait les auteurs ils font des estimations par moindre carré là-dessus. Le problème, c'est que quand on a de la non-stationnarité, de l'évolution en fait en tendance sur nos éléments qui se rencontrent assez fréquemment en fait si on change le long d'un élément assez long de conditions d'exposition, eh bien, si on emploie cette technique, on peut passer en fait totalement à côté de la valeur des paramètres de variabilité spatiale. C'est la même chose si on néglige le bruit de mesure dans le modèle d'estimation. Finalement, du coup, il y a pas mal de données dans la littérature qui sont peu fiables, hein, du fait de l'utilisation de cette méthode. Et donc, on peut se poser de la pertinence d'utiliser les modèles proposés dans la littérature. La réponse à ça, eh bien, c'est de proposer une méthode d'estimation robuste, hein, et de l'appliquer sur des bases de données réelles pour eh bien, reconstituer des modèles, on va dire, plus fiables
de variabilité spatiale. Alors, on a proposé une méthode qui s'applique à des champs qui se modélisent ainsi, c'est-à-dire somme d'une moyenne constante ou linéaire par morceau, champ aléatoire, stationnaire, ergodique et bruit. Alors, stationnaire ergodique, ça veut dire quoi? Stationnaire, ça veut dire on va être moyenne constante. Et ergodique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la longueur sur la dimension en fait de la trajectoire des mesures qu'on fait sur un élément, eh bien, il faut que, en gros, on puisse supposer l'indépendance entre deux mesures situées à mi-distance de la longueur totale de l'élément. En gros. Cette hypothèse, elle nous permet en fait de faire une estimation en n'ayant qu'une seule trajectoire et pas plein de trajectoires du même sens. Et donc c'est d'intérêt en génie civil puisque on ne s'amuse pas à mesurer spatialement sur toutes les poutres d'un quai par exemple pour avoir la variabilité spatiale de la réactivité. Alors la méthode, la voici, résumée. On choisit des paramètres de procédure, donc notre modèle de champ, notre modèle d'autocorrélation. Et on choisit également des paramètres sur la forme que potentiellement peut prendre la moyenne. Après, on utilise un algorithme développé par Kilik qui permet de détecter nos points de rupture de moyenne et de proposer comme ça un modèle de moyenne non stationnaire. Romain, s'il te plaît, pardon, excuse-moi de t'interrompre, tu pourrais utiliser pour nous qui sommes à distance ton pointeur laser parce que là, je te vois bien t'exprimer. Voilà, là, merci, ça nous aidera à suivre. Merci. Ok, donc là c'est l'algorithme de détection des points de rupture. Une fois qu'on a ça, eh bien, on fait une estimation par maximum de vraisemblance. On a notre modèle qui est complètement caractérisé et donc on vient caractériser tous nos paramètres modèles, tous nos hyperparamètres en fait, hein, hyperparamètres statistiques, hyperparamètres de variabilité spatiale. Ensuite, l'idée qu'on a, c'est que finalement, si on a tout bien estimé, on est capable de transformer nos mesures en un champ en fait, en un champ standard, c'est-à-dire moyenne nulle, distribution normale et écart type unitaire. Alors du coup, on fait cette standardisation et ce champ standard, eh bien, si on a tout bien estimé, il doit être stationnaire et il doit être normal, il doit être standard. Du coup, on fait des tests d'hypothèse là-dessus pour voir si effectivement c'est bien le cas. Une fois qu'on a fait nos tests d'hypothèse, si c'est validé, nos estimations sont validées. Si c'est pas validé, ça veut dire qu'on a un souci dans la paramétrisation de notre champ, auquel cas on revient soit sur les modèles de moyenne, soit sur les modèles de champ. Cette méthode a été conçue pour des trajectoires unidimensionnelles avec peu de points, et on a travaillé hein, sur finalement sa pertinence et sa validité sur des données, et on a publié ça du coup dans un article de revue. Ok. Du coup, on a pu appliquer cette méthode à deux bases de données. La base de données d'Ecofray, hein, dont Véronique Bouteiller était directrice, hein, avec ISTA, Charente-Maritime et d'autres partenaires. Et puis le projet APOS, qui a consisté à venir faire eh bien, des mesures sur la poutre Bob là, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, de paramètres de dégradation par corrosion. Donc qui réunissait l'Université de Nantes, le CEREMA et l'ISTAR. Ok, alors on a trouvé, du coup, ici, dans le tableau, je présente ici la grandeur R95, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la portée pratique. C'est la distance, en fait, entre deux points, telle qu'on peut supposer que la corrélation entre ces points n'est plus que de 5%. D'accord? Ça présente un intérêt sur le diagnostic. Pourquoi? Par exemple, si on veut venir caractériser la résistivité et simplement les paramètres statistiques de résistivité, eh bien, on peut se contenter de faire des mesures uniquement, a priori, tous les 50 cm. D'accord? Et ce résultat, il est validé à la fois sur Décoffré et sur APOS. Alors, APOS, c'était la poutre J, hein, et Décoffré, je n'ai pas dit l'ouvrage support, c'était le pont de l'île de Ré. Ok. Un second point d'intérêt qu'on a vu en appliquant cette méthode, eh bien, c'est l'évolution de la variabilité spatiale de la concentration des chlorures à cœur du béton sur les données de APOS. Et ce qu'on a montré, c'est que finalement, eh bien, la concentration du béton en surface est complètement aléatoire et que, au fur et à mesure qu'on rentre dans le béton, eh bien, elle se structure spatialement pour avoir une variabilité spatiale avec une portée pratique de l'ordre de 70 cm.
Donc, ce qu'on met en évidence ici, ben, c'est une variabilité spatiale inhérente au matériau béton qui peut potentiellement être due, par exemple, euh, à l'intervalle spatial de vibration du béton, par exemple. Ok. Le troisième point sur lequel on a travaillé finalement pendant la thèse, eh bien, c'est la nécessité de l'estimation de la variabilité spatiale. On a vu tout à l'heure, hein, c'est un coût d'estimer ça. Il faut qu'on ait des mesures qui soient de nombreuses mesures en fait en espace sur un même élément pour pouvoir estimer cette variabilité spatiale avec notre méthode. Donc, qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup d'estimer ça? La question, c'est est-ce que la valeur des hyperparamètres de variabilité spatiale, noté HPVS ici, des paramètres de corrosion spatialement variables, influent sur la probabilité de défaillance? Et influent significativement, en fait. Alors, pour répondre à cette question, on a distingué nos hyperparamètres de champs aléatoires en hyperparamètres statistiques, qui sont les hyperparamètres des lois marginales, et hyperparamètres de variabilité spatiale, qui sont tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Et donc, nous, pour cette étude-là, on a travaillé non pas avec la portée pratique, mais avec un ratio échelle de fluctuation sur longueur d'éléments. Pourquoi on a fait ce choix? Échelle de fluctuation, c'est le paramètre le plus utilisé dans la littérature. Et le fait de faire un ratio, eh bien, ça nous permet de généraliser nos résultats à toute taille de structure, sans présupposer vraiment la valeur exacte de l'échelle de fluctuation. La méthode pour répondre à la question qu'on s'est posée, eh bien, c'est l'analyse de sensibilité de la probabilité de défaillance. On a vu tout à l'heure, on a plein d'aléas qui rentrent dans la probabilité de défaillance, qui fait qu'au final, on a une incertitude sur cette probabilité de défaillance au final. Cette incertitude, eh bien, elle provient de tous ces aléas, et l'idée de l'analyse de sensibilité, c'est de venir caractériser quelle part d'incertitude est due à quel aléa. Ça, c'est caractérisé par des indices de sensibilité pour chaque aléa, pour chaque hyperparamètre en fait d'analyse de sensibilité. Et l'idée, c'est de venir voir est-ce que mes hyperparamètres de variabilité spatiale ont des indices de sensibilité équivalents ou supérieurs à ceux des hyperparamètres statistiques, auquel cas on va dire que oui, ils ont une influence sur la variabilité de la probabilité spatiale et il va être intéressant de la modéliser. Alors, il y a un état de l'art sur ce problème, mais les travaux sont très préliminaires et critiquables, notamment en fait du fait de méthodologies d'analyse de sensibilité peu robustes, d'échantillonnage d'hyperparamètres irréalistes et de modèles, j'ai mis simpliste, c'est peut-être un peu violent, mais de modèles plus simples en tout cas que celui que je propose. D'accord? Et notamment, il néglige l'évolution spatiale des paramètres de diffusion et la corrélation entre eux. Alors, pour mettre en œuvre cette analyse de sensibilité, on a suivi une méthodologie robuste qui est proposée par Pianozzi. Et on va dire, c'est un papier qui vraiment fait un état de l'art très précis sur l'analyse de sensibilité et qui nous donne des guides, un cadre très on va dire, précis pour mettre en œuvre une analyse de sensibilité dont on peut avoir des résultats robustes. Donc on a suivi cette méthode. Et cette méthode, on l'a appliquée sur un cas d'étude représentatif et simple d'analyse des ouvrages maritimes en béton armé et donc des quais, notamment. Et donc, on s'appuyait sur une poutre de quai de longueur 10 mètres, dimensionnée à l'Eurocode 2 pour 50 ans. Et pour la simplicité d'analyse, je rappelle ici, ce qu'on cherche à caractériser, c'est l'importance de la variabilité spatiale des paramètres de corrosion. Donc, pour ce qui est de la mécanique, on a fait simple, poutre isostatique, chargement uniforme constant. La variabilité des paramètres de corrosion, elle provient des données de APOS, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a fait des hypothèses générales pour nous permettre de répondre à la question au mieux possible. En fait, l'idée ici, je rappelle, c'est vraiment de caractériser est-ce qu'on a besoin de modéliser nos hyperparamètres de variabilité spatiale de façon précise. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, imaginons qu'on a des hyperparamètres statistiques très précis, et c'est pour ça qu'on s'est basé sur APOS, parce que c'est la base de données la plus précise qu'on ait trouvée pour la caractérisation de ces paramètres de corrosion. Et imaginons qu'on n'ait pas d'infos sur la variabilité spatiale. Si jamais je trouve que ça ne sert à rien de caractériser la variabilité spatiale, alors que c'est le paramètre le plus variable, a priori, dans mes paramètres d'entrée, eh bien, je peux être quasi certain que, finalement, ça sert pas c'est pas très utile de la modéliser. OK. Donc, sur ce cas d'étude, on a distingué deux états limites, état limite de service, état limite ultime, classiquement, et je vous présente ici que ce qu'on a fait sur l'état limite ultime. L'état limite ultime, c'est un état limite ultime en corrosion par piqûre. Et le critère, normalement, de l'état limite ultime, c'est la résistance en moment et en effort tranchant. Ici, on a négligé l'effort tranchant. En fait, pour des raisons de coût de calcul, on va voir tout à l'heure,
du coup les coûts de calcul que ça a généré cette étude. Donc le critère, la formulation du critère à l'ELU, elle est comme ceci pour la fonction d'état limite, une fonction, c'est une défaillance en série. Et le modèle de corrosion qu'on a utilisé, bah, c'est celui qui est établi en partie 1. Le modèle pour le calcul du moment résistant, bah, c'est un calcul béton-armé hein, sur un modèle de poutre discrétisé spatialement, avec des aciers ductiles, une chute de résistance des aciers par corrosion, et par contre on a négligé la fissuration. La fissuration n'est pas prise en compte dans le modèle de pour gaz. De manière mécanique, elle génère de la complexité qui accroît significativement les temps de calcul. Donc, on l'a négligé pour cela dans le cadre de cette étude. Les paramètres de corrosion finalement spatialement variables qui sont pris en compte, c'est la concentration des chlorures, la concentration critique en chlorure, l'épaisseur d'enrobage, les paramètres de diffusion, la résistivité et le facteur de piqûre, dont on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé que la gravité spatiale est intégralement propagée sur le facteur de piqûre. Donc en fait, ici, toute la gravité spatiale, elle se ramène à un hyperparamètre de gravité spatiale sur le facteur de piqûre. Et donc ça nous permet de répondre uniquement à la question de est-ce qu'il existe un hyperparamètre de gravité spatiale sensible? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que rien qu'avec 10 hyperparamètres d'analyse pour une probabilité de défaillance de 10-5, on a des coûts de calcul énormes. Ok, les coûts de calcul, ils sont de l'ordre de 16 jours en fait, hein, 17 jours pour cette analyse de sensibilité sur un cluster de 4 machines, 10 cœurs parallèles en continu. Ok, alors, avant de présenter les résultats, je vais faire une petite étape sur un point sur lequel on a dû travailler hein, pour mettre en œuvre correctement cette analyse de sensibilité, c'est la modélisation de la distribution marginale des facteurs de piqûre. En théorie, le facteur de piqûre, il est censé être distribué suivant une loi d'extrémum généralisée, parce qu'il est défini comme un maximum de perte de masse sur un intervalle spatial, et cette perte de masse, elle est aléatoire, et elle suit une loi on va dire, dans la catégorie des lois exponentielles, et en théorie, c'est censé être une loi d'extrémum généralisée. Cependant, dans la littérature, sur des aciers HA12 en essai accéléré, eh bien, on trouve que ce facteur de piqûre est distribué suivant une loi de Gumbel, qui est en fait un cas particulier de la loi d'extrémum généralisée avec un facteur de forme égal à 0. Ok. Et ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que les deux autres hyperparamètres de cette loi, qui sont les paramètres d'échelle et les paramètres de localisation, dépendent de la perte de matière relative sur les armatures en loi puissance décroissante. Ok. Donc, finalement, on a du coup, la théorie c'est la loi d'extrémum généralisée, et dans la littérature, on a une loi de Gumbel simplement. Donc, est-ce que finalement Gumbel est valable dans un cadre plus général que les cas d'essai accéléré? Puisque nous, notre cas d'étude, c'est un cas plus général, on n'est pas dans un essai accéléré, on est à temps réel. Donc, pour répondre à cette question, on a fait une propagation de l'incertitude de gravité spatiale sur notre modèle pour en fait, eh bien, différentes gammes de variations de nos hyperparamètres de sensibilité et hyperparamètres de variabilité spatiale. C'est-à-dire que ces hyperparamètres, ils sont distribués hein, dans la liste de sensibilité, et du coup, on a pris eh bien, leur valeur max et min à chaque fois pour un peu cerner finalement le type de distribution qu'on peut avoir avec notre modèle sur ce facteur de piqûre. La première question qu'on s'est posée, c'est du coup, est-ce que c'est une loi de Gumbel, donc est-ce que le paramètre d'échelle est nul, et est-ce qu'on a une asymétrie à droite? Ce qu'on voit ici, c'est que on a une résistivité, que c'est que quand on a une résistivité très faible, donc ici c'est le mu rho min ici, qui correspond aux courbes ici d'évolution du coefficient d'asymétrie et ici du paramètre d'échelle, qu'on se retrouve le plus proche des conditions de validité de la loi de Gumbel. Ok. Alors ça, bah, en fait, c'est pas étonnant puisque ça correspond aux conditions d'essai accéléré pour lesquelles eh bien, les éprouvettes sont trempées sont plongées en fait hein, dans une solution saline et du coup la résistivité hein, du béton d'enrobage chute. Du coup, on a réduit notre cas d'étude de la poutre J, on a considéré que les conditions d'exposition de la face intérieure, celle qui est la plus humide, et côté berge qui est exposée aux embruns. Mais quand on a fait ça, ce qu'on a montré, c'est qu'on est plus proche d'un paramètre d'échelle qui vaut 0, alors ce n'est pas totalement le cas, et on est en tout cas sur un coefficient d'asymétrie qui est positif. Donc, on a dit,
on a fait un compromis, on va dire, entre nos recherches et les essais accélérés. On a dit, OK, dans ce cas précis, la loi de Gumbel peut être valide. On n'a pas en fait cherché à proposer de loi d'extrême généralisée parce qu'on n'a aucune info là-dessus dans la littérature et du coup on n'a pas voulu prendre ce risque. Hein. Donc on est resté sur ce cadre de loi de Gumbel. La deuxième question, c'est quid de l'évolution des hyperparamètres en fonction de la perte de matière relative. Là. Et en mettant en œuvre le modèle, eh bien, on s'est rendu compte qu'on trouvait également des évolutions en loi puissance pour ces deux paramètres. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on a considéré nos valeurs extrêmes pour nos hyperparamètres d'entrée. Donc en fait, on a un encadrement hein, de nos lois d'évolution de nos hyperparamètres. Ok, donc les analyses de sensibilité, finalement, eh bien, on a considéré 12 instants, de 1 à 100 ans, deux variantes de modèles en fait, qui correspondent aux encadrements de notre loi d'évolution de nos hyperparamètres de facteurs de piqûre. Et la méthode qu'on a choisie d'analyse de sensibilité, eh bien, on l'a choisie en prenant en compte le fait que notre modèle est numériquement linéaire, qu'on a une sortie unique, des hyperparamètres aléatoires indépendants, une distribution de probabilité de défaillance asymétrique et qu'on cherchait à maîtriser nos coûts. La seule méthode qui permettait de répondre à tous ces critères, c'est la méthode de rang standard, qui est une méthode globale all at time, c'est-à-dire qu'elle prend toutes les incertitudes ensemble. On a 24 variantes d'analyse de sensibilité, une méthode, 17 jours de calcul. Les résultats qu'on obtient avec ça, eh c'est une belle cartographie comme celle-ci. Donc, on a nos hyperparamètres ici en ordonnée. On a le temps ici. Et ce qu'on regarde, eh bien, c'est les couleurs, là, c'est les indices de sensibilité des hyperparamètres. Donc, on a leur évolution en fonction du temps. Et on peut, comme ça, venir les comparer en un clin d'œil pour regarder eh bien, lequel est le plus important, à quelle échelle de temps. Ce qu'on remarque tout de suite d'emblée, c'est que sur les deux variantes d'analyse de sensibilité, on a sensiblement les mêmes évolutions. Et ici, ce que j'ai encadré en rouge, eh bien, c'est finalement nos résultats qu'on n'a pas jugés robustes parce qu'on n'a pas de convergence de la probabilité de défaillance. Il faut savoir qu'on a choisi un nombre de, un échantillon de 10 puissance 6 pour le calcul de la probabilité de défaillance. Voilà. Ce choix, en fait, ça a été un compromis pour ne pas faire exploser nos coûts de calcul, et pour quand même avoir une probabilité de défaillance qui soit bien décrite pour des temps suffisamment longs pour qu'il soit pertinent à l'EMU. Ok, donc ce qu'on remarque, c'est que jusqu'à 30 ans, nos hyperparamètres sensibles, alors, eh bien, c'est ici le coefficient de corrélation des paramètres de diffusion. Donc, c'est ce qu'on voit. Alors, j'ai mis, je crois, voilà. Ici, donc, on voit que à 30 ans, eh bien, c'est le paramètre le plus sensible dans les deux variantes d'analyse de sensibilité. Et au contraire, le paramètre ici de variabilité spatiale, ici, c'est pas le moins sensible, donc il est quand même un peu sensible, mais c'est pas non plus le plus sensible et on peut a priori se passer de le caractériser. Par contre, au-delà, on a une évolution du classement qui résulte finalement à temps long. Donc là j'ai mis à 50 ans, à une sensibilité très importante finalement de ce paramètre de variabilité spatiale, de cet hyperparamètre de variabilité spatiale, et une sensibilité également importante de l'hyperparamètre de la moyenne du coup de la diffusivité. Les conclusions, c'est qu'on a besoin de prendre en compte et de caractériser la corrélation des paramètres de diffusion. On a également besoin de gagner de l'information sur la diffusivité et je mets entre parenthèses, on a besoin de gagner de l'information sur la variabilité spatiale à long terme. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses? Je rappelle que mon modèle de dégradation et mon modèle mécanique, ils ne prennent pas en compte la fissuration. Or, celle-ci, elle apparaît de plus en plus avec le temps, elle devient de plus en plus prépondérante parce qu'on a des lieux de pénétration privilégiés pour les chlorures. Donc, ces conclusions à long terme, elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. Et moi, je considère vraiment que ce qui a plus de poids, on va dire, c'est les conclusions sur le court moyen terme. Enfin, plutôt le moyen terme. Bien, alors du coup, il est temps de conclure. Je pense qu'au total, je suis à 45, voire un peu plus. En contribution méthodologique, ce qu'on a apporté, eh bien, c'est une méthode de caractérisation qui est adaptée à des jeux de données unidimensionnelles peu nombreuses. Et en contribution opérationnelle, liée à cette méthode, eh bien, on a fait des estimations de modèles de variabilité spatiale pour nos paramètres de corrosion. Ce qui permet de faire de l'optimisation. Romain,
Tu es à Oui. 40 minutes, donc prends ton temps pour conclure et Ah, pardon. perspective, voilà, sans aller trop vite. Merci. Ok, ok, merci. Bon, alors je reprends. Donc, notre travail, il nous a permis d'apporter des contributions méthodologiques tout d'abord. Euh, donc, eh bien, la plus importante, hein, c'est la méthode SCAP1D qui nous a permis finalement qui permet en fait l'estimation de variabilité spatiale adaptée à des jeux de données unidimensionnels peu nombreuses. Alors, peu nombreuses, c'est important en génie civil parce que les coûts, hein, de mesure sont importants, notamment sur les ouvrages maritimes en béton armé du fait de leur difficulté d'accès. 1D, bon, c'est un paramètre limitant. On a pu traiter que ce cas dans le cadre de la thèse. Et avec cette méthode, on a des contributions opérationnelles qui sont valables donc, sur les ouvrages maritimes en béton armé en zone de marnage, parce que c'est le type de données qu'on a traité. Et on a pu estimer des modèles de variabilité spatiale, hein, sur les paramètres et indicateurs de corrosion, qui permettent notamment de commencer à savoir si on veut une description uniquement statistique d'un paramètre de corrosion, eh bien, la distance, la distance, on va dire, minimale à faire entre mesures pour ne pas qu'elles soient corrélées, hein, et qu'on ait cette corrélation qui vienne finalement biaiser nos statistiques. C'est intéressant aussi du point de vue de l'optimisation du diagnostic, hein, si on veut simplement quelques mesures de résistivité, eh bien on sait qu'on peut les faire avec un espacement donné. Ok. L'autre point, hein, très important, enfin je vais dire, qui me paraît le plus décisif dans la thèse, c'est tout ce travail que j'ai fait d'analyse de sensibilité en se basant au départ sur ce modèle de corrosion qui permet de répondre à la question de la priorisation de la réduction des incertitudes sur les variabilités d'entrée. Alors que pour les paramètres de corrosion. Hein, on a vu les temps de calcul, ils sont énormes, donc je n'ai pas pris en compte toutes les variabilités d'entrée, à la fois on a aussi le chargement, hein, qui rentre en compte. Là, j'ai pris que les paramètres de corrosion. Et ce qu'on a pu conclure, c'est qu'il est vraiment important de venir caractériser ce paramètre de corrélation qui est souvent non pris en compte entre les paramètres de diffusion. Ok. Et ça, cette analyse de sensibilité, eh bien, ce que ça permet, finalement, cette priorisation, elle permet d'optimiser le coût de réévaluation de probabilité de défaillance, en plus, parce que, eh bien, si on n'a pas besoin de modéliser la variabilité spatiale d'un paramètre, eh bien, on ne va pas chercher à le modéliser, et donc ça va nous permettre de réduire nos coûts pour une description de la variabilité qui reste tout à fait cohérente. Pour ce qui est du côté des perspectives maintenant. Alors la méthode SCAP1D, elle fonctionne, mais elle est quand même assez limitée, et donc pour qu'elle soit vraiment intéressante, il faudrait l'étendre au cas 2D, puisque souvent ce qu'on a comme mesure, c'est plutôt des cartographies, et 2D anisotrope, puisque la variabilité spatiale, elle n'est pas forcément homogène dans l'espace. Ensuite, eh bien, on a pas mal de bases de données en fait en génie civil qui sont beaucoup moins riches en fait que celles de Décoffré et Apos. Et on ne peut pas les exploiter avec SCAP1D actuellement. Et une perspective qui peut être d'intérêt, eh bien, c'est d'étendre cette méthode, on va dire de l'étendre pour des cas de nombre de mesures très faibles par des méthodes d'enrichissement qui ne supposent pas de fonction de corrélation au départ. Et ensuite, eh bien, on peut travailler à la simplification de cette méthode parce qu'elle est actuellement assez complexe à utiliser et donc pour qu'elle soit utilisable par des ingénieurs qui ne soient pas spécialistes en fait de la géostatistique. Ok. Pour ce qui est d'analyse de sensibilité, eh bien, on peut, en plus de considérer les erreurs qu'on a prises, considérer des erreurs modèles. On peut détailler, pour ce qui est de l'importance de la caractérisation de la variabilité spatiale, eh bien, on peut venir modéliser non plus maintenant la variabilité spatiale comme totale sur le facteur de piqûre, mais comme distribuée sur les paramètres d'entrée pour mieux caractériser la part de variabilité spatiale à l'ULU apportée par chacun d'entre eux. Et on peut étendre cette analyse de sensibilité à d'autres paramètres que les paramètres de corrosion pour avoir une vue vraiment très globale de ce qui est important de prioriser en termes de réduction d'incertitude sur nos paramètres variables. Bien. Donc, bien, j'ai fini de vous présenter mon travail. Et on peut passer à la phase de discussion. Oui, donc merci Romain. Écoute, on va s'accorder juste 5 petites minutes avant de démarrer la phase de discussion.
Le temps aussi, si tu veux bien, peut-être enfin dans 5 minutes, donc redépartager ton écran et on va donc commencer la phase de discussion. Donc laisse-nous juste 5 petites minutes.